En général, en droit, quand un accident arrive, la première question qu'on se pose, c'est la faute à qui? C'est le réflexe, la base du système. Mais ce qu'on va voir ensemble, c'est que parfois, cette question, ce n'est pas la plus importante. Il existe des situations où la loi française a décidé de changer complètement les règles du jeu. On parle de régimes de responsabilité spéciaux, et leur but, ce n'est pas tant de punir, mais avant tout de protéger. Imaginez la scène. Un accident, n'importe lequel. Un ouvrier qui tombe d'un échafaudage, une voiture qui percute un piéton, un appareil ménager qui prend feu. La question qui tue, c'est toujours la même. Qui est responsable? Le problème, c'est que pour avoir une réponse, il faut souvent se lancer dans un vrai parcours du combattant pour prouver une faute. C'est long, c'est compliqué, et pendant ce temps, la victime, elle, attend. Et c'est justement pour éviter ça que la loi a créé des sortes de raccourcis, des chemins spéciaux pour aller plus vite vers la justice. L'idée, c'est de déplacer le curseur. On ne se focalise plus sur qui a fait une bêtise, mais plutôt sur qui doit assumer le risque. Le but final, indemniser la victime le plus vite et le plus simplement possible. Alors, pour que tout ça soit bien clair, on va explorer ensemble 4 situations très concrètes. On va parler de l'accident du travail, puis de l'accident de la route, ensuite des produits défectueux, et on terminera avec quelque chose de plus récent, le cas où la nature elle-même est considérée comme une victime. C'est parti? On commence donc avec le premier cas, l'accident du travail. Un domaine où, par définition, le risque fait partie du quotidien pour des millions de personnes. Et là, attention, on assiste à un véritable renversement de la logique habituelle. D'un côté, la règle normale, pour être indemnisé, il faut prouver que l'employeur a commis une faute. C'est souvent mission impossible. De l'autre, la règle spéciale de l'accident du travail, la victime n'a rien à prouver, absolument rien. Le simple fait que l'accident se soit produit dans le cadre du travail suffit. L'indemnisation devient quasi automatique. C'est un changement énorme. Alors qu'est-ce que la loi appelle un accident du travail? C'est un événement soudain qui provoque une blessure. Et le point clé, c'est que ça doit arriver par le fait ou à l'occasion du travail. Par le fait, c'est simple, on utilise une machine et on se blesse. Mais à l'occasion, c'est beaucoup plus large. Ça peut être une simple glissade dans un couloir pendant la pause café. Et la protection va même jusqu'à couvrir le trajet entre la maison et le boulot. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne pour le salarié? Le système est vraiment pensé pour le protéger. D'abord, tous les soins médicaux sont pris en charge à 100%. Ensuite, des indemnités journalières viennent remplacer le salaire. Et si malheureusement il y a des séquelles, une indemnisation pour incapacité permanente est prévue. Mais ce n'est pas tout. Si on arrive à prouver que l'employeur a commis ce qu'on appelle une faute inexcusable, c'est-à-dire un manquement grave à la sécurité, alors là, l'indemnisation peut être beaucoup plus importante. Allez, on quitte le monde du travail pour un autre espace de risque qu'on connaît tous très bien, la route, et on va voir que la logique de protection y est tout aussi forte. Ici, le mot magique, l'acronyme à retenir, c'est VTM, véhicule terrestre à moteur. Tout le système repose là-dessus, un système mis en place par une loi très célèbre, la loi Badinter de 1985. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on regarde ce qui est considéré comme un VTM. Bien sûr, il y a les voitures, les motos, ça c'est évident, mais la loi va bien plus loin. Une pelle mécanique sur un chantier, c'est un VTM. Un chariot élevateur dans un entrepôt, aussi. Et tenez-vous bien, même une tondeuse à gazon sur laquelle on s'assoit, c'est un VTM. Peu importe que le moteur soit allumé ou non. En fait, seuls les trains et les tramways, parce qu'ils sont sur des rails, et certains fauteuils roulants électriques sont exclus. La philosophie derrière tout ça est à la fois simple et redoutable. En gros, la loi dit, quand on décide d'utiliser un véhicule à moteur, on crée un danger pour les autres. C'est un fait. Et donc, celui qui crée ce danger doit en assumer les conséquences, qu'il ait commis une faute ou pas. La responsabilité n'est plus liée à une erreur de conduite, mais au simple fait d'avoir mis en circulation un engin potentiellement dangereux. Alors, face à cette responsabilité qui semble quasi inévitable, on peut se demander, est-ce qu'il y a un moyen pour un conducteur d'y échapper? La réponse est quasiment non. Il n'y a qu'une seule et unique exception, et elle est tellement rare qu'on la voit presque jamais en pratique. C'est ce qu'on appelle la faute inexcusable de la victime. Pour que ça marche, il faudrait prouver que la victime a fait quelque chose d'une gravité exceptionnelle, et que c'est cette faute et uniquement cette faute qui a causé l'accident. L'exemple d'école, c'est quelqu'un qui se jetterait volontairement sur une autoroute en pleine nuit. Autant dire que c'est mission impossible dans 99,9% des cas. Après le travail et la route, on passe à un troisième domaine. Les objets qui nous entourent au quotidien. Qu'est-ce qui se passe quand un produit qu'on a acheté se révèle dangereux? Pour la victime, la marche à suivre est assez simple. Elle se fait en 3 temps. D'abord, 1. Il faut prouver qu'on a subi un dommage, une blessure par exemple. 2. Il faut prouver que le produit avait un défaut, c'est-à-dire qu'il n'était pas aussi sûr qu'on pouvait s'y attendre. Et enfin, 3. Il faut prouver que c'est bien ce défaut qui a causé le dommage. C'est la chaîne logique. Dommage, défaut, lien entre les deux.
Mais attention, et c'est ça le point crucial, à aucun moment la victime n'a besoin de prouver que le fabricant a fait une erreur, qu'il a été négligent. Pas du tout. Le simple fait que le produit soit défectueux suffit pour que le fabricant soit tenu responsable. C'est une responsabilité automatique de plein droit. Et la loi est bien faite. Elle a prévu une sorte de filet de sécurité pour que la victime trouve toujours un responsable. En première ligne, on a le fabricant. Mais si on ne peut pas l'identifier, par exemple si c'est un produit emporté sans marque, on peut se retourner contre l'importateur. Et si ça ne marche toujours pas, en dernier recours, c'est le vendeur, celui qui a mis le produit en rayon, qui peut être tenu responsable. On arrive maintenant à notre quatrième et dernier régime spécial, le plus récent de tous et qui répond à une préoccupation très actuelle, la protection de notre environnement. Depuis une loi de 2016, le droit français a introduit une notion assez révolutionnaire, le préjudice écologique. L'idée, c'est de reconnaître que la nature elle-même peut être une victime. On ne parle plus seulement des dommages causés aux personnes ou aux biens, mais bien d'une atteinte directe à l'environnement, à ses écosystèmes, à l'air, à l'eau. Et ce qui est vraiment puissant avec cette loi, c'est qu'elle donne à la nature des avocats, en quelque sorte. Une liste assez longue d'acteurs peuvent aller en justice pour la défendre. On y trouve bien sûr l'État, mais aussi les collectivités locales, comme les mairies ou les régions, et surtout les associations de protection de l'environnement qui ont un agrément. La manière de réparer le dommage est aussi très particulière. La priorité absolue, la numéro 1, c'est la réparation en nature. C'est-à-dire qu'on doit concrètement nettoyer la pollution, restaurer le site, replanter les arbres. L'argent, les dommages et les intérêts, ça ne vient qu'en plan B, si la réparation en nature est totalement impossible. Et même dans ce cas, cet argent doit obligatoirement être utilisé pour financer d'autres projets de restauration de l'environnement. Bon, en regardant ces 4 exemples, on commence à voir se dessiner un fil rouge, une philosophie commune qui a vraiment transformé une partie de notre droit. Et voilà le grand changement. On est passé d'une logique ancienne centrée sur la faute, qui a fait une erreur, à une logique nouvelle, centrée sur le risque, qui a créé une situation dangereuse. Le but n'est plus le même. Avant, on cherchait à punir un coupable. Aujourd'hui, dans ces domaines, on cherche avant tout à protéger la partie la plus faible et à s'assurer que les victimes soient indemnisées de la manière la plus juste et la plus rapide possible. Ces régimes spéciaux nous montrent que le droit n'est pas figé, qu'il sait évoluer avec la société et ses dangers. Mais la question qui se pose maintenant, c'est « et demain ?» Face aux nouveaux risques qui arrivent, comme l'intelligence artificielle, le changement climatique, comment le droit va-t-il continuer à s'adapter pour nous protéger ? C'est une page qui est loin d'être tournée.